Salut mes nakamas, salut Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse du chapitre 870. Ça y est, on sent qu'on arrive sur la fin de l'arc Toadland. Je sais pas si vous le sentez, mais là les combats arrivent, c'est la hype qui est en train de se mettre en place. C'est absolument fantastique. Et malgré qu'il y ait ça, ce chapitre qui sert un petit peu de transition et de présentation vers justement ce final, il y a eu plein de choses excellentes qui m'ont fait totalement hurler, comme vous avez pu le voir dans la réaction live de ce chapitre. Encore une fois, Ichiro Oda me surprend avec Capone. Capone, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un personnage que je n'aimais pas. C'était le vilain petit canard pour moi au niveau des supernovas. Le design, j'aimais pas, même s'il y avait la référence par rapport à Al Capone. Je voyais pas trop la puissance du personnage. Et c'est surtout toutes les symboliques qu'il y a autour. Le mec dit franchement, tel le mafieux: vous, les Mugiwara, je vous avais pris dans mon équipe ici, mais seulement pour vous trahir parce que vous me serviez presque à rien, j'en avais rien à faire de vous. Et là, on le voit quand même avoir peur pour le reste de sa famille. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a Brooke qui se pose des questions, il fait: attends, tu vas pas quand même essayer de crever, de nous emporter avec toi dans ta mort. Et là, lui, il explique que non, parce qu'il ne veut pas mourir et il ne veut surtout pas que le reste de sa famille meure. Et là, quand on parle de la famille, on parle bien sûr de sa femme, on parle de son enfant, mais aussi on parle du reste de son équipage. Et ça, c'est vraiment beau. Par contre, il y a une différence avec la relation qu'il y a des Nakama au niveau des Mugiwara. Luffy dit bien que pour lui, même si c'est le capitaine, il est l'égal des autres. Alors que Capone, c'est vraiment le père qui prend soin de sa famille. Et pour moi, le meilleur dans Capone, c'est malgré le fait qu'il s'en prenne plein la gueule, il arrive à être assez lucide pour penser à un plan d'exfiltration. Alors là d'ailleurs il y a eu un petit problème, justement il y a un dessin d'Ichiro Oda, je vais faire une petite parenthèse par rapport à la réaction live, il y a un petit dessin d'Ichiro Oda qui m'a un petit peu mis dans la confusion, c'est-à-dire que quand il explique le plan, Capone, on voit le château et on voit Capone qui sort avec une petite flèche. Donc pour moi, c'est pour ça que j'ai eu des doutes, et c'est pour ça que j'ai parlé entre guillemets peut-être de l'évêque du fruit, c'est-à-dire que lui c'est un paramécia corporel, il n'est pas productif, c'est-à-dire que c'est son corps qu'il crée. Il ne crée pas des châteaux à droite et à gauche. Et là, de fait de voir qu'il y avait toujours sur l'image Big Father qui était toujours présent et que lui il arrivait à partir, ça voulait dire pour moi dans ma tête qu'il avait réussi à se détacher de Big Father et qu'il l'avait carrément créé. Et donc là on arrivait dans un paramécia productif et non plus corporel. Donc ça voilà, c'était la petite chose. Mais non, en vérité ce qui se passe, c'est tout simplement ce qu'il y a eu au niveau de Zou. C'est-à-dire qu'il prend le restant de l'équipage à l'intérieur de lui. Le château Big Father disparaît. Et là après, il se casse justement avec César. Pourquoi? Parce que tout simplement, les Big Smoke peuvent voler. Sanji peut voler. Bah, de toute façon c'est un Big Smoke, donc oui, il peut voler. Luffy peut voler et César peut aussi voler. Et dans l'équipage de Big Mom, personne ne peut voler sauf à la rigueur Mondor. Mais ça pareil, la petite théorie là-dessus, on va en parler dans la deuxième vidéo. Et on va finir la partie sur Capone en parlant tout simplement de Chiffon. Chiffon qui ouvre la tête et qui dit: maman, je t'aime, maman, tu es une maman, tu peux tout pardonner normalement à tes enfants. Là ça montre que quand même Chiffon a un petit peu d'amnésie à croire que Pudding est passé dans sa tête. C'est-à-dire que Chiffon a un gros problème, elle ressemble à Lola. Et ça, sa mère ne peut pas l'accepter parce que Lola est encore responsable justement de l'échec du mariage qui aurait pu permettre aux géants de faire partie de Toadland. Donc ça déjà, elle supporte pas. Deuxièmement, elle est quand même responsable de l'assassinat de sa mère. Et quand on voit Big Mom comment elle est avec ses enfants, alors que ses enfants pour la plupart n'ont rien fait, donc là on peut comprendre qu'il y a une certaine peut-être animosité. En plus, elle lui dit clairement: je vais te détruire, tu viendras même pas déjeuner demain matin. Voilà, c'est ça qui est dit dans la version anglaise. Quand on reçoit ça de sa mère, je pense qu'on peut partir. Je pense que c'est foutu là. Je pense que c'est foutu. Alors vu qu'on vient de parler de la relation fille-mère, là on va parler de la nouvelle relation père-fils. Sanji, son speech, il est monumental. Voilà, à partir de maintenant, ça y est, c'est fini. Je ne l'appellerai plus jamais garçon. Je sais pas si vous avez vu toute la symbolique qu'il y a justement dans les dessins. Il prend son père, il le fout à genoux, déjà, il le fout à genoux. Le papounet, il est quand même super grand. Et une fois qu'il le fout à genoux, dans la case, on voit bien que Sanji est encore plus bas que lui. Et après, il continue à le prendre, il le fout presque carrément au sol, parce que la case suivante, on le voit carrément par-dessus lui. Rien que cette case-là, elle est super. Après, on a le flashback, et ça fait complètement écho au fait que quand Sanji a le couteau, que son père est là, on voit qu'il y a une différence de taille qui est absolument phénoménale. Et là, c'est le père qui dit: tu n'es plus mon fils.
je te renie, tu n'es plus rien pour moi, tu es mort, dégage. Et là, Senji, symboliquement, c'est lui qui est au-dessus de son père, il lui dit, maintenant c'est moi qui te renie en tant que père, tu n'es absolument plus rien. C'est lui qui fait la séparation. Et ça, c'est vraiment magnifique parce que quand il est parti de Zou, il était parti pour justement protéger les Mugiwara, pour vaincre les démons de son passé. Donc oui, ça y est, il a réussi à se détacher physiquement de son père, mais surtout l'enfant qui est à l'intérieur de lui, et c'est un petit peu ce qu'on voit en ce moment dans l'anime, c'est-à-dire que l'enfant qui était encore au fond de lui et qui avait peur de son père, ça y est, maintenant cet enfant est libéré, et ça y est, maintenant Senji peut vivre réellement tel qu'il veut être. Et voilà, ça c'est réuni en 3 cases, et encore une fois au niveau de la symbolique, au niveau du dessin, et ben, bravo. Par contre, même si Papounet s'est fait mettre à genoux par son fils devant le regard de tout le monde, d'ailleurs je sais pas si vous avez vu la case avec les Mugiwara quand Sanji il fait le speech, c'est absolument monumental, et bien le père il se relève et tel un prince, enfin là ça serait plus un roi parce que là il est quand même roi, il se retourne, il embarque ses fils avec lui et il dit c'est bon Capone, ouvre la porte, c'est moi qui vais gérer la suite parce que je suis pas n'importe qui. Ils partent mais vraiment, je dirais pas glorieux, mais je les traitais quand même comme des imbéciles. Ils se sont fait mener par le bout du nez tout le long de cet arc, ils étaient franchement des idiots alors qu'ils étaient censés être les plus intelligents. Le fait qu'ils soient maintenant en protection, toute la famille qui tire justement sur Capone et sur César, et là ils sont juste devant avec leur cap pour parer toutes les balles. Il y a aussi le truc qu'on reparlera tout à l'heure, c'est-à-dire que Raizu, bah non on va même en parler maintenant, Reiju n'est pas faible, non, elle s'est pris 2 attaques d'un Yonko, et même quand elle est au sol, elle dit bien à son frère, non, tout va bien. Et d'ailleurs là, il y a une très bonne relation avec Ichiji Niji. Ichiji, qui lui est le boss, il dit bien à son frère Niji, t'occupe pas d'elle, si elle est faible, t'en as absolument rien à battre, concentre-toi sur ta mission. Donc on voit quand même que c'est ça qui est en train de se passer ici. On remarque quand même que tout au fond de Niji, il y a quand même un petit peu d'émotion par rapport à sa sœur. Il y a peut-être quelque chose. Donc ils sont peut-être un tout petit peu humains. Donc là, encore une fois, le fait que le Papounet dise bon ok, on s'occupe de faire le barrage et de partir, il y a peut-être un début de rédemption qui est en train de se mettre en place. Et ça, franchement, c'est très très beau. Et pour justement en revenir sur Reiju, elle est directement au sol, donc elle a un petit peu sonné parce que c'est pas n'importe quoi l'attaque. Big Mom arrive dessus pour lui foutre l'attaque avec Zeus, et c'est à ce moment-là, justement, qu'intervient Senji et Luffy. Alors avant de parler de ce gros moment badass, je voudrais faire un petit retour justement sur Jaji. Papounet a une relation avec César, et d'ailleurs il y a une petite case avec Nami qui a un petit point d'interrogation. On a appris dans le chapitre 840 que Jaji, sa nation, est réputée pour être extrêmement intelligent. Donc ils ont fait des recherches avec d'autres scientifiques, et parmi ces scientifiques, il y avait Vegapunk, et c'est Vegapunk, à travers ses recherches, qu'a découvert l'ADN. On sait que César est le second de Vegapunk. Et quand ils étaient à Punk Hazard, ils étaient sous les ordres du gouvernement mondial. Or, dans les chapitres 840, on apprend que les recherches qui ont été faites sur l'ADN par Zaji et aussi Vegapunk n'étaient pas sous les ordres du gouvernement mondial, et c'est quand le gouvernement mondial a appris justement qu'il y avait ces putains de recherches qu'ils ont décidé de mettre la main dessus. Donc on peut concrètement, par rapport à ce que je vous ai dit ici, dire que avant que Vegapunk soit sous les ordres du gouvernement mondial, eh bien César était déjà avec Vegapunk. Et on voit déjà qu'il y avait une petite animosité justement entre César, qui a un ego hyper dimensionné, voilà, on va appeler ça comme ça, et Jaji a l'air d'avoir aussi le même ego. Et là justement César lui dit, tu es qui pour me donner des ordres, tu n'as pas changé, tu es toujours le même, toujours le mec qui se sent supérieur aux autres. Et là il y a vraiment quelque chose de très très bon. Donc encore une fois, c'est à travers une case qu'un petit flashback se met en place. Et ça, comme d'habitude, c'est excellent. Et maintenant on revient sur Luffy et Senji. La sortie, géniale. Je ne l'avais pas vu venir. Je savais qu'il allait avoir un truc comme ça, mais je ne pensais pas que ça allait tout de suite. Pour moi, je pensais qu'il y allait avoir le barrage au niveau des Vinsmoke, qu'ils allaient réussir un petit peu à partir, et qu'à un moment Capone BG allait être pris, et c'est qu'à ce moment-là, ils allaient sortir. Or ici, ils ne sortent pas pour protéger les Mugiwara, Luffy et Sanji sortent pour protéger Raizu. C'est-à-dire qu'ils se sentent redevables. Là, on a Sanji qui a toujours cette affection
Même s'il a dit au préalable qu'il ne faisait plus partie de cette famille des Vinsmoke, il a toujours cette tendresse pour sa sœur qui lui a permis de partir. Luffy, lui, c'est tout simplement l'amitié parce qu'il a appris que c'est grâce à elle que Sanji a pu s'en sortir. Pour lui, c'est presque un membre de la famille. Hein. C'est la belle-sœur. C'est la belle-sœur. Non, c'est la sœur par alliance. Il y avait ce besoin de sortir. Qu'est-ce qu'ils vont faire sur la suite? Franchement, est-ce qu'ils ont les moyens de pouvoir la combattre? Est-ce qu'ils ont moyen de faire quelque chose? Bah, encore une fois, ça c'est quelque chose qui doit vraiment être développé et je vais le développer dans la deuxième partie de la vidéo. Là, on va plus s'attaquer à des petites paroles. On voit toute la famille de Big Mom qui est présente et là, il y a Smoothie qui dit quelque chose. Vous nous avez peut-être un petit peu sous-estimé et tous autant que vous êtes, on va vous cramer la gueule, on va vous détruire, vous allez servir d'exemple pour les autres. Parce que c'est pas n'importe qui. C'est quand même les Vinsmoke qui ont contrôlé North Blue. Après, de l'autre côté, tu as Jinbei, qui est quand même un ancien Shichibukai. Et tu as les Mugiwara qui ont des putains de primes. Qui ont des putains de primes. Et donc, si ils arrivent à les tuer, il fera un article dessus en disant la chute des Mugiwara, la chute des Vinsmoke due à Big Mom. À travers ça, on nous montre que il faut pas les sous-estimer justement, parce que même si pour l'instant on n'a rien vu à part quelques moments de badassitude au niveau de Katakuri, eh bien le futur va vraiment être très très dur. Au final, il y a quoi? Il y a 7 personnes, les Vinsmoke qui sont 5, Luffy, Sanji qui sont sortis, Jinbei, Pedro, je sais pas ce qu'ils font, mais le reste, est-ce qu'ils ont vraiment les moyens de pouvoir combattre? Parce qu'en face, on a quand même une Yonkou. Et contrairement à ce que certains disent, un Yonkou, ce n'est pas n'importe qui. Alors, avant de terminer cette critique analyse de chapitre, je vais mettre en place 2 nouveaux trucs. Je vais dire pour moi quel a été le passage le plus badass que j'ai le plus aimé dans le chapitre et aussi pour moi vraiment le personnage de ce chapitre. Pour la scène, ça a vraiment été très dur parce que pour moi, il y en avait 3 qui étaient excellentes. Le fait de Sanji de voir comment il prend son père qui lui parle droit dans les yeux, même après en supérieur, était vraiment très très bon. La sortie de Sanji et Luffy, absolument génial, qui vient clôturer ce chapitre d'une façon fantastique. Mais pour moi, le passage vraiment excellent qui m'a le plus fait ressentir de choses, c'est tout simplement quand Jadji se retourne et qu'il dit à ses fils, allez venez avec moi, Capone ouvre la porte, on va y aller. Là, tu as le sacrifice. Et là, c'est beau. Franchement, je les ai tellement détestés et de les voir comme ça faire un acte presque de noblesse, presque désintéressé de la part de Papounet, et bah c'est beau. Le personnage c'est sans nul doute Sanji, comme j'ai expliqué le speech qu'il a fait sur son père, le fait qu'il est redevenu le Sanji qu'on aime, qui vient complètement effacer, pas en totalité, mais en très grande partie, le Sanji, le garçon qu'on a eu tout le long de cet arc. Oui, pour moi, Sanji a vraiment été le personnage de ce chapitre. Ah oui, c'est bizarre, je suis comme ça, je suis en train de faire le montage et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de parler de quelques petites choses. Premièrement, un petit point, c'est que Sanji, il y en a beaucoup qui disent, oui, pour la première fois, Sanji vient de frapper une femme, il vient de frapper Big Mom. Il ne l'a pas frappé, il vient seulement de contrer un coup, c'est-à-dire qu'il ne part pas pour foutre un grand coup de latte dans la gueule de Big Mom, il vient seulement que parer l'attaque pour protéger sa sœur. Donc voilà, donc sur ce coup-là, on peut pas dire qu'il a frappé une femme. Deuxièmement, toutes les conditions sont réunies pour la fuite, c'est-à-dire que eux, ils sont venus ici pour 2 raisons principalement. Empêcher le mariage, c'est réussi, et faire des copies du Road Poneglyph et des autres poneglyphes vu que ça a été fait. Donc là, les 2 conditions sont réunies. Il y avait une 3e condition qui était un petit peu un stage bonus, c'était sauver les Vinsmoke. Ça a été fait. Donc on peut comprendre que c'est logique qu'il y ait cette fuite, même si même Luffy à un moment il l'accepte parce qu'on le voit, il dit oui c'est d'accord on peut fuir, mais regarde BG comment il est en train de morfler sa race. Donc voilà, donc ça c'était la petite chose que j'ai oublié de dire. Et la 3e, c'est tout simplement au sujet de Zoro. Il y a eu une mauvaise traduction au niveau du français. C'est-à-dire que dans la version anglaise, il y a Nami qui dit justement si on était venu pour latter la gueule, enfin pas latter spécialement, mais pour tuer, pour faire la chute justement d'un Yonkou, on serait venu avec Zoro et le reste de l'équipage aussi. C'est-à-dire qu'il serait pas venu qu'à quelques groupes, il serait venu le groupe en entier. Donc voilà, c'est pas le fait que Zoro est plus badass que les autres, donc rien qu'à lui, il aurait latté la gueule
de Big Mom, c'est juste pour dire que si Zoro et tous les autres avaient été là, le but premier aurait été de latter la gueule de Big Mom. Et enfin, la dernière chose, ça c'est parce que je viens juste de m'apercevoir, j'ai donné la meilleure scène et aussi pour moi le meilleur personnage. Et bien vous, dans les commentaires, laissez-le et moi je prendrai les meilleurs commentaires puis on en débattra à la rigueur en fin de prochaine critique analyse. Ça c'est des petits trucs qu'on pourrait mettre en place que je vais faire des essais. Donc voilà, je crois que c'est bon, donc on peut revenir sur la vidéo. Voilà, c'est là-dessus que se termine cette nouvelle formule des critiques analyses. J'espère que vous aurez bien apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Laissez des commentaires, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu comme on voudrait défoncer la gueule de Big Mom. Et n'oubliez pas le principal, One Piece, putain, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.